2 petites minutes de retard. Mesdames et messieurs, bonjour et pardon. 2 petites minutes de retard, mais c'est déjà l'hiver aussi à Sapporo. C'est la neige, c'est les Jeux. Sapporo hier, la cérémonie d'ouverture, les drapeaux, les hymnes. Sapporo ce matin, les premières épreuves et les premières médailles. Et puis un nom que vous ne connaissez peut-être pas. Le nom de l'un de ceux qui seraient restés dans l'ombre si... Ce nom, c'est celui d'un Autrichien, Reinhard Tritscher. Il a 25 ans, c'est un spécialiste du slalom. Tritscher, c'est lui qui remplacera un autre Autrichien, Karl Schranz, l'exclu dans la descente pour l'équipe d'Autriche. Et j'ai l'impression que ces Jeux ont commencé peut-être un peu vite et que l'on est passé un peu honteusement à côté de ce problème Schranz. Léo Lacroix est à nos côtés, qui a prêté serment olympique à Grenoble il y a 4 ans. Oui, il faut préciser que Léo Lacroix a terminé deuxième des Jeux d'Innsbruck en 64, derrière Zimmermann, et deuxième de la descente de Portillo, derrière Jean-Claude Killy. Il a donc été pendant 10 ans un des grands descendeurs de ces 10 dernières années. Et il estime aujourd'hui qu'un peu de solidarité aux Jeux là-bas n'aurait fait de mal à personne. Oui, c'est exact. Oui, je trouve dommage et regrettable justement que tous les coureurs n'aient pas été solidaires par un mouvement de solidarité justement à l'égard de Karl Schranz. Karl Schranz, quand même, qui a dit, voici 15 ans, a été le numéro 1 mondial dans le ski. Bien sûr, il a été éclipsé pendant 3 ans par un certain Jean-Claude Killy. Mais tout de même, il reste quand même Karl Schranz. Et qui avait décidé après Grenoble d'aller jusqu'à Sapporo pour décrocher enfin la médaille qui lui manquait. Enfin, la médaille qui lui manquait, justement, cette fameuse médaille d'or olympique. Oui. Alors, j'ai estimé, Léo Lacroix, qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose entre skieurs alpins là-bas. Ben oui, je pense que c'est quand même regrettable qu'il n'y a eu aucune initiative, justement, et qu'aucun coureur n'ait manifesté ce désir, justement, de solidarité à l'égard de Schranz. D'autant plus regrettable que vous avez vu le reportage d'Information Première consacré à la descente avec Jean-Claude Killy avant-hier, et c'était une descente pour Schranz. Effectivement, c'est une descente très très technique. D'ailleurs, Jean-Claude lui-même l'a dit, et il a annoncé lui également que son favori restait Karl Schranz, d'autant plus que c'est une descente avec beaucoup de virages, et Karl Schranz était justement dans son élément. Et oui, mais pour tout le monde, l'affaire est terminée, sauf pour les Autrichiens, Michel Drucker. Oui, bien sûr. Parce que là-bas, c'est une affaire nationale. On a tenté de mettre le feu. Oui, j'ai une dépêche. Je vais mettre le feu à la maison du président de la Fédération autrichienne de ski. Vous voyez que les Autrichiens ne l'entendent pas de cette oreille, mais malheureusement, les Jeux sont commencés et Schranz n'y participe pas. Ils sont commencés avec les 2 premières médailles d'or. Oui. Une médaille pour les Soviétiques. Et une médaille pour la Hollande. Les Soviétiques ont remporté la médaille d'or dans le ski nordique du 30 km fond. Et voici le Hollandais Schenk qui a remporté, lui, en patinage de vitesse, l'épreuve des 5 km. Je vous propose de voir d'ailleurs quelques images qui nous sont parvenues ce matin à 5h30. De ces 2 premières épreuves, vous allez voir d'abord le ski nordique avec un Français qui participait. Il y avait 4 Français dans l'épreuve de ski nordique du 30 km. Ils ne sont pas trop mal débrouillés. Jean-Paul Vandel est 25e. Vous le voyez maintenant apparaître sur votre écran. Daniel Cerizet, 45e. Gilbert Faure, 49e. Roland Jeanneret a abandonné. Et voici l'arrivée du grand vainqueur, le soviétique Vichelov Vedenin, 30 ans, lieutenant de l'armée soviétique. Un gabarit modeste, 1m64 pour 63 kg. Mais une endurance à toute épreuve. Temps 1 h 36 minutes 31 secondes 15 centièmes. C'est la 2e fois consécutive dans l'histoire des Jeux que les skieurs scandinaves sont battus dans une discipline qui fut longtemps leur grande spécialité. Déjà à Grenoble, souvenez-vous, c'est l'Italien Nones qui avait battu les skieurs de fond scandinaves. 2e grande épreuve de cette première journée, patinage de vitesse 5000 mètres avec une éblouissante victoire du Hollandais Art Schenk que voici. Il possède tous les records du monde du 1500 aux 10 000 mètres et dans des conditions difficiles. Vous allez voir qu'il neigeait ce matin à Sapporo. Schenk a réalisé 7 minutes 23 secondes 6 centièmes. Art Schenk, 27 ans, étudiant en médecine à Amsterdam, un athlète de poids, 1m90, 90 kg. Il sera encore le favori de l'épreuve du 10 000 mètres. Voici la fin de course de cet Hollandais impressionnant. Je vous rappelle, 1m90, 90 kg. Il est le meilleur du 1500 aux 10 000 mètres. Voilà pour les principales épreuves de ce matin. Il faut rappeler qu'en patinage artistique, la lutte pour succéder à l'américaine Peggy Fleming est commencée aussi. Et après les 3 premières figures imposées, eh bien c'est l'Autrichienne Schuba qui va sans doute succéder à Peggy Fleming, championne du monde de la spécialité, qui est en tête. Elle a 56 points d'avance sur l'américaine Holmes et 59 sur Jet Lins, une autre américaine. Ce matin, il y a eu une sorte de répétition de la descente d'âme. On appelle ça la non-stop. Oui. On ne peut pas en tirer des enseignements véritables, car il semble qu'Anne-Marie Paul se soit réservée, elle s'est relevée, bien que Léo Lacroix disait tout à l'heure que dans une non-stop, on n'a pas le droit de s'arrêter. Non, absolument pas. Mais elle a réalisé un temps moyen, Famos a réalisé le 10e temps, c'est l'américaine Korok qui a réalisé le meilleur temps, mais il faudra attendre. En tout cas, on a appris tout à l'heure qu'il y aurait 10 ouvreurs demain dans la descente féminine, c'est beaucoup. Hein.
Oui, c'est beaucoup. Enfin, je pense que c'est du fait que les conditions atmosphériques sont mauvaises. Et justement, quand il y a eu de la nouvelle neige, eh bien, plus la piste est lissée par les ouvreurs, plus elle est rapide. Et généralement, c'est les coureurs qui demandent ce qui est Et j'ai davantage l'impression ouvreur. que les dossards élevés sont un peu avantagés. Très avantageux, certainement, Ouais. et d'autant plus Eh bien, oui, Anne-Marie Preul. Anne-Marie Preul a de la chance. Ça compense un peu l'absence de Schranz. Peut-être une consolation pour l'Autriche. Elle partira avec le dossard 15. Michel Jacot partira en 4e position. Florence Terrer 5e. Isabelle Mir 8e. Annie Favos 9e. Première grande épreuve alpine, donc, demain matin. En vedette en France, l'actualité sociale, la réforme communale et toujours l'avoir fiscal. L'avoir fiscal, cette affaire déclenchée à propos des déclarations d'impôts de M. Chaban-Delmas, cette affaire aboutira peut-être à une simplification de la fiscalité en France. L'ancien président du Conseil, M. Antoine Pinet, s'est dit partisan d'une réforme, en tous les cas, hier soir au micro d'Europe 1. L'avoir fiscal est une complication ridicule, et pour l'administration, et pour les Français qui aiment les choses simples. Si la fiscalité était plus simple, il n'y aurait pas toutes ces histoires qui pèsent sur la situation politique et sur le marché financier. Quant au gouvernement, a dit encore M. Pinet, il manque de courage et recherche la popularité qui ne se mendie pas, mais se mérite. Déclaration qui a été faite en marge de la journée d'études sur la réforme communale, organisée à Paris, à l'Hôtel de Ville, par le Mouvement national des élus locaux, 2000 représentants de toutes les municipalités de France, à l'exclusion des communistes. Ce matin, le Premier ministre participe à ces travaux et il a pris la parole tout à l'heure. Sur quel thème, Daniel Brem? Il a dressé le bilan de l'action entreprise par son gouvernement pour desserrer le carcan de l'État, d'abord sur les communes, puis dans un second temps sur les régions. Tout au long de son discours, M. Chaban-Delmas a tenu à répondre à la série des questions qui lui avaient été posées par une dizaine d'orateurs au cours de la matinée. Exemple de ces questions, vaut-il mieux regrouper ou associer les communes plutôt que de les fondre? Sur ce point, le Premier ministre est très net et il insiste sur le fait qu'il ne faut pas systématiquement accorder la préférence aux grandes unités. Deuxième question, quelles possibilités financières l'État mettra-t-il vraiment à la disposition des communes puis des régions pour assurer leur indépendance et les associer vraiment aux décisions qui les concernent? Là, le Premier ministre, tout en énumérant les mesures qui ont été prises ou qui vont venir, met en garde contre une augmentation excessive des impôts locaux. Enfin, autre question, quelle sera la place réservée aux petites communes dans le Conseil des régions? Sur ce point, M. Chaban-Delmas n'a fait qu'aborder le problème qui sera traité très largement cet après-midi par M. Frey. Voici en quels termes M. Chaban-Delmas a conclu son intervention. Écoutons-le. Deux principes ont guidé la réflexion, puis l'action du gouvernement dans ce domaine. D'une part, il faut que les nouvelles institutions disposent d'une vue d'ensemble sur le développement de la région, et notamment sur l'effort d'équipement de l'État, et puissent, par leurs avis, en infléchir l'orientation. D'autre part, il faut qu'elles aient elles-mêmes un pouvoir de décision propre, donc un pouvoir financier, engageant leur seule responsabilité. C'est à cette condition que la région pourra être un véritable centre de décision. Mais, et c'est le deuxième principe que le gouvernement a adopté, il faut absolument éviter de charger l'institution régionale nouvelle d'une dépense obligatoire quelconque, de telle sorte qu'elle puisse réellement exercer ses responsabilités en toute liberté. C'est à quoi le gouvernement a scrupuleusement veillé en s'interdisant de transférer à la région aucune des charges financières qui incombent actuellement à l'État et qu'il continuera donc d'assumer intégralement. Surtout, et j'y insiste, il faut bien voir que la réforme régionale, telle que la propose le gouvernement, n'introduit pas une rupture dans l'évolution qu'il a engagée pour faire en sorte que les responsabilités s'exercent davantage sur place, mais qu'elle est une étape, sans doute très importante, dans cette évolution. Comme je le disais à l'instant, elle est la suite normale et logique des efforts déjà accomplis en matière de décentralisation et de déconcentration, et comme vous le savez sans doute,
le projet de loi lui-même prévoit expressément la possibilité d'évolutions ultérieures. Sur le plan social, la journée d'hier a été marquée par le premier échec de la politique contractuelle du gouvernement. Depuis l'automne 69, depuis le démarrage de cette politique, il y avait eu, certes, dans différents secteurs, des moments difficiles, des négociations in extremis, mais jamais jusque-là d'entreprises du secteur nationalisé qui se voyaient privées d'accord. Eh bien, c'est le cas depuis hier, depuis que les syndicats de cheminots, unanimes, ont repoussé les propositions du directeur de la SNCF, M. Guibert. Les deux parties se rejettent la responsabilité de cet échec, le dialogue est interrompu, mais il ne semble pas que dans l'immédiat, un mouvement de grève de la SNCF soit prévu, soit déclenché par les cheminots. En Italie, plein emploi et réformes sociales ont été au centre des manifestations organisées hier par les 3 centrales syndicales à Rome, avec une journée de grève nationale. La grève a été surtout suivie dans les entreprises industrielles, les chemins de fer et l'université. Là, nous sommes au pied du Colisée. Un autre sujet de préoccupation, l'impossibilité pour M. Colombo, président du Conseil sortant et pressenti, de former un nouveau gouvernement de centre-gauche. Il y a les difficultés économiques, mais il y a aussi et surtout le problème du divorce, pour lequel une partie des démocrates chrétiens demande un référendum. Et ce problème divise d'ailleurs non seulement le parti central de la majorité possible, mais tous les autres partis. On parle avec insistance d'un recours à des élections anticipées. En Irlande du Nord, nouvelle attente et nouvelle crainte d'une épreuve de force qui se situerait cette fois à Newry. Je ne sais pas si vous voyez Newry. Oui, ici même, c'est une ville frontière qui est l'un des bastions des catholiques. Dimanche doit avoir lieu à Newry une marche de protestation contre les internements abusifs. Or, toute manifestation est interdite en Irlande du Nord, vous le savez, vous vous en souvenez, mais les organisateurs de cette marche, partisans des droits civiques, maintiennent leur mot d'ordre. Et d'autant plus que la marche devrait grouper des catholiques irlandais du Sud et irlandais du Nord et donner donc une preuve de solidarité. On en est là alors que Londres renforce ses troupes en Ulster, 15 000 hommes au total ces jours-ci, et alors que le ministre britannique de l'Intérieur, M. Maudling, vient de repousser toute idée d'une intervention étrangère, de maintien de l'ordre par les forces de l'ONU en Irlande du Nord. Je voudrais encore mentionner dans l'actualité étrangère la reconnaissance du Bangladesh par 4 pays de la communauté européenne, Allemagne de l'Ouest, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, par 3 pays nordiques, Danemark, Finlande et Suède, mentionner des progrès entre Russes et Américains à Vienne dans les négociations sur la limitation des armements stratégiques, des difficultés prévisibles et prévues d'ailleurs à Bruxelles dans les négociations entre les États-Unis et le marché commun, négociations commerciales, vous dire que le président Sadat vient de quitter Moscou, qu'on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est dit au fond, sinon que d'après l'agence TASS, on a prêté une attention particulière à la situation au Proche-Orient, ce qui est bien la moindre des choses. En bourse, on parle moins de l'or aujourd'hui, moins de l'or que de la rente Pinet. Je ne l'ai pas mentionné quand je parlais de M. Pinet tout à l'heure, mais l'ancien président du Conseil a regretté les mesures prises tout récemment à propos de la rente qui porte son nom. Et ces mesures sont commentées par les boursiers. Gérard Vidalange. Oui, il y a 2 mesures. La première, c'est que les titres de la rente Pinet doivent être maintenant obligatoirement déposés chez un notaire 10 jours après le décès du propriétaire de ces titres. Il y a donc un blocage des titres de la rente Pinet. Et deuxièmement, pour moraliser en quelque sorte la rente Pinet, on cherche à pourchasser les donations déguisées, car par ce biais, il y avait un certain nombre de fraudes qui s'étaient glissées. Alors bien entendu, les professionnels et les boursiers estiment qu'il y a une atteinte contre les avantages acquis en ce qui concerne donc les avantages fiscaux de la rente Pinet. Quoi qu'il en soit, la rente aujourd'hui s'est bien tenue, elle n'a pas baissé alors qu'hier, le titre avait baissé de 2 francs. Alors sur l'or, c'est maintenant confirmé, l'or a encore baissé aujourd'hui, le lingot est en dessous de 7 800 francs, tandis que les valeurs françaises, mon Dieu, je trouve que ces valeurs font preuve de beaucoup de cran et même de courage, en dépit de toute cette querelle politique autour de l'avoir fiscal. Les valeurs françaises baissent, mais très très modestement. Il y a même une vedette aujourd'hui, Esso Standard, car la société actuellement fore un forage près de Lannemezan, près de Pau, qui est, je crois, un exploit technique au-delà de 6100 mètres, et l'on pense qu'on pourrait trouver du gaz, donc, à nouveau près de Pau.
Un peu plus d'économie et de finances. François de Closet, un accord dans un domaine de pointe, l'informatique. Oui, alors si vous voulez, pour résumer la situation, on a fait un jeu de cubes. Un énorme cube, le géant, c'est IBM. Et tous les autres, les petits cubes, ce sont les nains. C'est l'histoire du géant et des nains. Et on vit mal à l'ombre d'IBM qui a les 2/3 du marché. Et la plupart des autres constructeurs jusqu'à présent ont perdu de l'argent. Alors il y a de grandes manœuvres pour se regrouper, pour être plus gros. Alors un premier groupe, vous savez, s'est formé, rachat de Bull par General Electric, rachat de l'ensemble par Honeywell. Et puis les Français de ces deux I s'étaient rapprochés des Anglais d'ICL, des Américains de Control Data. Puis tout ça s'est défait. Alors tout récemment, les Français se sont rapprochés des Allemands, Siemens, comme cela, parce que RCA, qui travaillait avec les Allemands, a cessé ses activités. Donc un accord vient d'être signé, Siemens, C2I, les Français, les Allemands, et il y a déjà les Hollandais de Philips qui se rapprochent tout doucement. Ce sont les grandes manœuvres donc, qui continuent pour être toujours plus gros, pour concurrencer IBM. Nous avons rencontré M. Barré, le président de la C2I, le constructeur français de gros ordinateurs, qui nous explique cet accord. Siemens plus C2I, est-ce que cela fera une véritable entreprise? Ça fera l'équivalent d'une véritable entreprise dans un certain temps. Aujourd'hui, on se trouve devant deux catalogues, deux lignes de produits qui ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, compatible? Eh bien, c'est très simple. Si vous téléphonez à New York, vous prenez un téléphone français, votre interlocuteur décroche un téléphone américain, il ne vous est jamais venu à l'idée que vous ne vous comprendriez pas. Eh bien, c'est parce qu'une normalisation internationale existe dans ce domaine depuis la création du téléphone. En informatique, ça n'est pas le cas. Et les ordinateurs de constructeurs différents ne se parlent pas entre eux, se parlent très peu entre eux. Ce que nous voulons avoir, c'est une ligne unique de produits. Ça signifie que les programmes qui auront été réalisés pour un modèle puissent passer sur l'autre modèle sans que le client s'aperçoive même que ce n'est plus le même fabricant. Et la prochaine ligne d'ordinateurs sera commune, c'est-à-dire que sur le catalogue, une partie sera réalisée par Siemens, une partie sera réalisée par nous. Et le client, dans le fond, n'aura pas à le savoir. Philips a posé sa candidature et nous a demandé d'examiner avec lui la possibilité d'un accord à 3, à partir de l'accord à 2 que nous avons fait, nous avons acquiescé bien volontiers. Est-ce que l'idéal ne serait pas d'avoir vraiment une entreprise européenne d'informatique avec Allemands, Français, Hollandais et Anglais? C'est certainement une très bonne idée, mais il faut que ce soit construit sur des bases solides, c'est-à-dire non pas sur des apparences, mais que ça corresponde effectivement à une politique technique cohérente, politique de produits complémentaires. Qu'il y ait des ordinateurs européens. Européens, c'est ça. À tout à l'heure pour d'éventuelles nouvelles de dernière minute.